Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence Bien-être en entreprise avec aujourd'hui Philippe Bamy, psychosociologue des organisations, pour vous parler de la communication bienveillante. Alors, ces conférences sont organisées par Arcopol, l'espace de coworking dans lequel vous êtes, avec Navoti. Arcopol, c'est quoi? Ce sont des espaces de location, des bureaux fermés, des salles de réunion, des open space ou la grande salle dans laquelle vous êtes actuellement. Arcopol est donc aussi un espace événementiel. Et les événements à venir à Arcopol, Arcopol accueille l'association Holistique qui organise des conférences bien-être, mais cette fois plus grand public. Donc la prochaine conférence sera les constellations familiales par Lise Laperoni. La prochaine conférence bien-être en entreprise sera le Feng Shui en entreprise et que j'aurai l'honneur d'animer. Et ça sera donc le 11 décembre. Donc la journée 11 décembre, il y aura le matin conférence en entreprise et le soir conférence grand public. Eh bien, je vais passer la parole maintenant à Philippe Bamy, psychosociologue des organisations, terme que j'ai appris ce matin, et donc pour vous présenter la communication bienveillante en entreprise. Bonne matinée. Merci. Messieurs, dames, bonjour. Merci de votre présence. Je voudrais, en amont de cette présentation, de ce travail, vous interroger sur votre statut pour vérifier comment nous allons nous adresser les uns aux autres. Qui est manager, chef d'entreprise, qui a des responsabilités d'entrepreneur dans cette salle? Ok, il y en a deux. Et les autres personnes viennent par intérêt pour un projet de management ou d'accompagnement ou... Oui, c'est ça? Et en fait, le terme qui vous a attiré ici, c'est communication chez entreprise, c'est bienveillante. Quel est le terme qui fait que vous venez pour participer ici? Communication bienveillante. Communication bienveillante, ok. Vous, madame? C'est ça, communication bienveillante. Frédéric? La conjonction des termes. Madame? Oui, le thème. Le thème. Donc, en fait, a priori, c'est plutôt communication qui vous attire. D'accord? OK. Parce que si la conférence était appelée optimiser l'efficacité des collaborateurs, vous ne seriez peut-être pas venu. J'ai bien fait de changer de titre. Voilà. Parce qu'en fait, l'idée, c'est en arrière-plan, c'est de combiner ce que je vais appeler tout à l'heure, et je vais développer ça avec vous, la loi et le lien, l'équilibre entre les deux, c'est que quoi qu'il advienne, une entreprise a une vocation de production, de biens et de services, donc il y a une notion d'efficacité, il y a une nécessité de créer quelque chose, de matérialiser quelque chose, à ce détail près que ça se fait avec des gens, avec des personnes, et que les personnes humaines communiquent, mais surtout ont besoin de considération. Donc en arrière-plan de cette idée de produire et coproduire, il y a avec quel niveau, avec quelle qualité relationnelle je produis ce que je produis. Je me fais comprendre jusque-là? Voilà, c'est pourquoi nous allons associer la notion à la fois de faire, de produire, de créer et surtout d'être, c'est-à-dire d'être en relation. C'est ça l'idée qui sous-tend cette présentation aujourd'hui, dont la thématique m'a été proposée par Sylvain Bigot, qui vient de vous introduire ce qu'est Arcopol. Alors, communication bienveillante en entreprise, c'est ce qui vous a fait venir. Merci d'être là. Dans la notion de communication, il y a évidemment en arrière-plan la dimension émotionnelle. C'est-à-dire que nous sommes en effet des êtres de relation avec des émotions. Et que pour pouvoir créer, manifester, produire, il est important de savoir que la dimension émotionnelle, autrement dit l'affect, qui nous affecte d'ailleurs, ça dit en passant, est déterminante pour, en tant qu'énergie, pour réaliser, manifester, créer, produire. Autrement dit,
je vais prendre la première émotion qui va générer ou qui va être autour du conflit, c'est la notion de colère. Et la notion de colère, qui est une émotion bien sûr, elle est directement corrélée sur la base des 4 émotions premières, colère, joie, peur, tristesse, à une fonction de signal. Les émotions nous signalent que tout va bien, tous les voyants sont au vert, ça va être la joie probablement, qui peut même se transformer en euphorie, en tout cas en enthousiasme. Et puis, il y a la peur et la tristesse et la colère. Et chacune de ces émotions, en sachant qu'il y a beaucoup plus d'émotions que cela, mais c'est les 4 émotions de base, à laquelle d'autres théoriciens rajoutent 2 pour faire 6 de base, avec le dégoût et la honte. Mais si on part des 4 premières identifiées dans notre enfance, chacune a une fonction pour dire ce qui va ou ce qui ne va pas, ou comment ça va. Et ce qui va poser problème en entreprise, c'est la plupart du temps la notion dans le conflit, la notion de frustration et la notion de colère. Alors, je vous propose un regard de ce philosophe qu'on appelle Aristote et qui a écrit un ouvrage, plusieurs, mais en particulier l'éthique à Nicomaque, où il s'adresse, on ne sait pas s'il s'adresse à son père ou à son fils, et en tout cas, il est dans ce travail, dans la dynamique de trouver les finalités, quelles sont les finalités de toute action, et pour lui, c'est le bien, c'est-à-dire le bien suprême, in fine. Et pour ça, qu'est-ce que nous faisons et comment nous le faisons? Et il part, en effet, de la colère qui, la plupart du temps, entrave l'action et la finalité. Alors, je vais utiliser le petit objet rouge, là. Voilà. Oui, c'est ça. Je suis un petit peu, je disais, comme un enfant dans un magasin de jouets avec cette nouvelle zapette. Voilà. Donc, si vous avez pu lire, pendant que je parlais un peu de ce que Nicomaque nous propose, c'est une juste colère ou une juste indignation. Dès lors qu'elle part d'un sentiment de révolte par rapport à quelque chose qui n'est pas OK, qui ne nous convient pas, et qui va avoir avec la blessure d'injustice. Et en fait, quand je suis en colère, c'est que soit c'est injuste, en tout cas je le ressens comme tel, soit qu'il y a un manque, par exemple, de respect. Et en effet, il n'est pas juste de ne pas être respecté, puisque le respect est une valeur fondamentale. Et en plus d'être un sentiment. Je dis ça parce qu'en entreprise, il est difficile de rester longtemps et durablement dans cet espace si et lorsque je ne me sens pas respecté. D'ailleurs, Xavier, je t'avais donné ce feuillet tout à l'heure. Peut-être les personnes, vous pourrez récupérer cette feuille qui est la charte de la relation d'entreprise et de ce que le salarié ou la personne en activité voudrait. Elles sont là-bas sur la table de marbre. D'accord. Ah bon? Alors, donc ici, nous sommes d'accord que ce que nous voudrons éviter la plupart du temps, c'est le conflit, parce que nous voulons que ce soit harmonieux, si je m'en réfère à Nicomaque. Simplement, il y a un écueil, c'est que les êtres humains que nous sommes piégés, conditionnés par ce que je vais appeler les jeux psychologiques. Et les jeux psychologiques, ils ont des formes extrêmement variées, très diverses, mais ils ont un fondement parfaitement identifiable qui est le triangle dramatique de Karpman. Qui a déjà entendu parler du triangle dramatique de Karpman? OK. Alors, triangle dramatique de Karpman, ou encore triangle infernal, qui met en scène 3 rôles, 3 personnages en quête d'auteur, c'est-à-dire un sauveteur, une victime et un persécuteur. Alors, si vous voulez vous en souvenir, c'est très facile, dites c'est le triangle SVP. Voilà, et ça ne veut pas dire s'il vous plaît, en l'occurrence, mais une victime qui est en situation d'impuissance, un sauveteur qui va venir à son secours, bien sûr, et puis un persécuteur qui est responsable de tous les maux et qui va fonctionner sur ce qu'on appelle la méconnaissance.
Donc tout ce sur quoi nous allons travailler ce temps d'échange, de partage, c'est autour d'un besoin fondamental. Je parlais de respect tout à l'heure, je veux parler fondamentalement de reconnaissance. Le présupposé, c'est que du matin au soir et du soir au matin, nous nous levons, nous agissons, nous nous mettons en quête de relations avec soi-même et avec les autres pour obtenir, échanger, partager des signes de reconnaissance et des marques d'attention. Et Socrate, un des amis d'Aristote, sous réserve qu'ils soient rencontrés, disait « Si tu sors, c'est pour être vu ». Autrement dit, si je n'ai pas besoin de relation, ben je reste chez moi. Sauf que même si je reste chez moi, je suis en relation avec moi-même. Premier mode de communication, la relation intrapersonnelle. Je communique avec moi-même. Je me dis des choses. Ah tiens, j'ai oublié, mais ils arrivent ce soir, j'ai rien prévu. Et là, je vais être en interaction avec un aspect de moi qui est en train d'agir et puis l'aspect de moi qui est en train de superviser ce que je fais, qui est correct ou pas. Ça s'appelle le juge intérieur. Ça, c'est la communication intrapersonnelle. J'ai besoin de personne d'autre que moi-même pour soit me qualifier, m'apprécier, me juger, m'enthousiasmer ou avoir peur, être triste ou en colère. Deuxième mode de relation, la communication interpersonnelle. C'est-à-dire j'interagis avec quelqu'un qui est à l'extérieur de moi et qui va être un miroir la plupart du temps et un autre moi-même, un alter ego. Et puis le troisième mode de communication, c'est la communication, on va dire, culturelle, où je communique avec non plus quelqu'un, mais un environnement, un écosystème. Pour ça, la publicité est très aidante. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus légèrement? C'est parce que pour que la communication bienveillante en entreprise ou ailleurs, mais en l'occurrence dans le milieu d'entreprise, fonctionne, il va être très important de savoir à quel niveau je veux me situer. Est-ce que je veux me situer en tant que persécuteur? Et là, c'est politiquement incorrect, et puis peut-être contre-productif, si je suis un manager. En tant que sauveteur, ça c'est beaucoup plus gratifiant. C'est beaucoup plus gratifiant parce que nous avons une mythologie et un conditionnement culturel à l'intérieur de nous qui va tourner autour de Ivanhoé, Zorro, Mère Teresa, enfin bref, des gens généreux, le lion superbe et généreux, le chevalier à l'armure étincelante, bref, tout ce qui fait que nous allons être narcissiquement honorés par le fait d'être un sauveteur. Voilà. Et aujourd'hui, les super-héros, ils vivent de ce bois-là, et c'est très agréable d'être celui ou celle qui sauve. Mais il n'est pas nécessaire, selon moi, d'être dans la bienveillance pour cela d'être un sauveteur. Il n'est pas nécessaire d'être un sauveteur pour expérimenter la bienveillance. Je peux tout simplement donner, recevoir, partager, échanger sur un mode adulte-adulte et que l'autre ne soit pas nécessairement victime ou au fond du trou pour que je puisse donner, partager, échanger, n'est-ce pas? Et pour cela, ça voudrait dire que j'ai dépassé ces rôles qui sont, comme je vous le disais, fondés sur la méconnaissance. J'ai besoin de reconnaître et j'ai besoin d'être reconnu. Si et lorsque je ne reconnais pas, je méconnais. Alors, pourquoi ce triangle dramatique est à percevoir en vigilance et d'y être attentif? Le persécuteur méconnaît tout le monde. Personne ne trouve grâce à ses yeux. Le sauveteur, quelles que soient ses bonnes intentions, quand il est pris dans ce rôle, quand je suis pris dans ce rôle, je méconnais la capacité de la supposée victime à s'en sortir par elle-même. Et sous couvert de générosité, je crée inconsciemment, le plus souvent, une dépendance. Autrement dit, sans moi, qu'est-ce que tu deviendrais? Heureusement que je suis là pour toi. Et si la victime se complaît dans ce rôle, eh bien évidemment, à partir de quel moment va-t-elle s'autonomiser et à partir de quel moment va-t-elle retrouver sa souveraineté? C'est-à-dire être responsable de soi-même
et pas forcément des autres, mais en tout cas de soi-même. Pour que le persécuteur, le sauveteur et la victime retrouvent ce que je vais appeler la reconnaissance, pour cela, ça suppose qu'ils entrent, ces personnages, dans ce que j'appelle le triangle d'or. Donc ma proposition, c'est de passer du triangle dramatique de Karpman, sauveteur, victime, persécuteur, au triangle d'or, c'est-à-dire le triangle des 3 P. Tout ça, c'est mnémotechnique, c'est pour s'en souvenir. Parce qu'en situation, lorsque ça se passe, et lorsque nous sommes affectés par une situation, bien, comment me saisir de tout ça et comment ne pas tomber dans cette méconnaissance, c'est-à-dire d'être à l'inverse de mon aspiration problème, qui est la reconnaissance. Ici, méconnaissance, ici, reconnaissance. Reconnaissance de soi-même, reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire ce qu'on va résumer par gagnant-gagnant, adulte-adulte, win-win. Je te reconnais, tu me reconnais, et là, nous sommes sur un niveau de respect et de réciprocité. Ça vous parle ? Alors, la victime ici, elle se veut ou se reconnaît ou s'identifie comme impuissante. OK ? Je ne peux pas, je ne suis pas capable de, je n'ai pas. Et ici, je vais être sur ce 3e P dans la puissance. Donc ici, d'impuissance à puissance, comment je fais pour retrouver ce point d'équilibre ? Comment je m'extrais de la tentation compulsive d'être soit un sauveteur, soit un persécuteur. Pour cela, je vais aller rechercher un repère qu'on appelle la loi. Alors la loi, c'est pas simplement ce que culturellement je vais connoter comme l'interdit. La loi, dans sa fonction première, et dans l'éthique à Nicomaque ou dans d'autres ouvrages de philosophes grecs qui sont un héritage intéressant, c'est le cadre, la structure, les moyens. C'est tout ce qui va me mettre en sécurité. En fait, fondamentalement, à l'origine, la loi protège. La loi majuscule. C'est-à-dire ce qu'on va appeler dans la trilogie du parent, des parents et de l'enfant, le père, la mère et l'enfant, on va retrouver cette trilogie avec la fonction paternelle et la fonction maternelle. La loi, c'est de l'ordre de la fonction paternelle, c'est-à-dire ce qui permet à l'enfant de se tourner vers le monde. La fonction maternelle, c'est ce qui ramène l'enfant vers l'intérieur. Autrement dit, maman, la matrice, d'où je viens, me prend contre son sein et à ce moment-là, je vais trouver du réconfort, mais vers le sein. Et le père va tourner ma tête vers le monde pour dire, voilà, va, vis et deviens, et c'est par là que ça se passe. Vous voyez ce qui se passe dans... Et je ne vous parle pas nécessairement de la figure maternelle ou paternelle, je vous parle de fonction. J'entends par là que dans une famille monoparentale, que ce soit un papa tout seul ou une maman tout seul, chaque parent, le parent, exerce simultanément et recherche un équilibre permanent entre la fonction paternelle et la fonction maternelle. C'est-à-dire l'interdit de la structure dans la socialité et en même temps la reconnaissance affective sur le fait que, bah oui, je t'aime quoi qu'il advienne, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Donc la permission, elle est dans la dimension de l'amour inconditionnel. Quoi qu'il advienne, je t'aime. La fonction paternelle, elle est conditionnelle. C'est-à-dire, je t'aime si et lorsque. Oui ? Ça vous parle tout ça ? Et donc, c'est ainsi, le parent normatif, le parent nourricier, ça va ? Structurellement, c'est identifiable. Et la délicatesse et le challenge va consister pour le manager en entreprise d'avoir présent à l'esprit qu'il a la double fonction. À la fois de garantir le résultat et l'efficacité, la production, parce que comme nous sommes quand même là réunis pour coproduire, co-créer,
mais pas n'importe comment. Dans un climat de considération, de reconnaissance et de respect. Et pour cela, je vais aussi régulièrement activer ma fonction maternelle. Pourquoi faire? Pour que je sorte du rôle de parent ou du rôle d'enfant, mais que je me retrouve simplement sur le niveau de l'adulte. Là, ce sont des outils d'analyse transactionnelle. Vous avez entendu parler d'analyse transactionnelle. Eh bien, ça, c'est un excellent support quand je ne sais plus où j'en suis et quand je suis dans la réactivité, c'est-à-dire dans ce que j'appelle la communication réactionnelle. Et l'idée, c'est de passer de la communication réactionnelle, où je réagis par un excès d'émotion, à l'intelligence relationnelle, où je vais mobiliser l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, je ne peux véritablement y accéder que si je me dissocie, que je me différencie et que je différencie la situation et qui je suis. Quand je suis immergé dans la situation, je suis dans l'affect, je suis affecté, et à ce moment-là, eh bien, ce sont mes émotions qui drivent. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est cet équilibre, c'est-à-dire que je ressens, je vis, sauf que ce n'est pas ce que je ressens qui va complètement driver ce que je te dis, ce que je projette sur toi. Alors, pour ça, c'est se souvenir que cette fameuse colère que j'ai mis en exergue de l'éthique à Nicomaque, elle est l'émotion la plus facilement identifiable de ce que c'est que de réagir. Je réagis, je suis en colère, et je ne suis plus à ce moment-là dans la prise en considération de l'autre, je ne suis plus dans la prise en considération de la relation, mais je suis complètement confronté à ma frustration. Donc l'idée, c'est que lorsque quelqu'un est frustré, c'est-à-dire n'est pas entendu, considéré et compris, c'est pour ça que je vous propose cette charte que probablement Xavier, par un effet de sa bonté, va vous distribuer, et qui est là-bas sur la table qui n'est pas en marbre. Eh bien, en effet, lorsque je ne suis pas considéré, je vais ressentir une frustration, je vais être insatisfait, et cette frustration va être ressentie comme une forme de violence qui va me mettre en insécurité, donc dans la peur, et à ce moment-là, je vais manifester l'agressivité. Alors, je vais vous proposer quelque chose qui est un peu paradoxal, mais qui est pourtant ce que je crois. Je vais vous le dire comme ça. La violence relationnelle, physique, la violence est l'échec de l'agressivité. La violence est l'échec de l'agressivité. Qu'est-ce qu'il veut dire, le gars? Ce qu'il veut dire, c'est que lorsque je suis agressif, du latin aggressere, je vais vers. Aggressere, en fait, originalement, c'est aller vers. C'est-à-dire aller proposer à l'autre le sujet, je suis un sujet, je vais proposer à l'autre sujet le fait que je suis en difficulté, en souffrance, que j'ai mal et que je suis donc dans un manque, dans une insatisfaction. Et pour cela, eh bien, je vais manifester ma colère. Si l'autre accueille, entend et comprend ma colère et identifie les motifs de mon insatisfaction, de ma frustration, et donc me considère, à ce moment-là, il va pouvoir, en me prenant en considération, apaiser ma frustration et mon manque. Oui? Dès lors, l'agressivité, agresser, aller vers, est une tentative plus ou moins maladroite, plus ou moins, en tout cas perfectible, de passer de frustration à satisfaction. Oui? Si et lorsque l'agressivité, qui est un message, comme les émotions sont des messages pour me dire que je suis satisfait ou pas. Lorsque l'agressivité est prise en considération, elle est éventuellement transformée en ce rapport adulte-adulte, en tout cas dans une forme d'apaisement.
lorsque je ne prends pas en considération l'agressivité, donc sa frustration, à ce moment-là, en effet, ça va générer de la violence. Autrement dit, je vais vers l'autre, je ne suis pas content, prends-moi en considération, j'ai un manque, veux-tu le satisfaire? Ça ne m'intéresse pas. À ce moment-là, il y a un réflexe reptilien qui se déclenche. L'autre n'est plus un sujet, mais devient l'objet de ma souffrance. L'autre devient l'objet de ma souffrance. Comme il est l'objet de ma souffrance, je vais le détruire, comme ça je ne souffrirai plus. Et là, on est dans la violence. Donc pour moi, le passage de l'agressivité à la violence, c'est juste une non-prise en considération du message de l'agressivité. D'où, je raccourcis, la violence est l'échec de l'agressivité. Et l'agressivité, c'est encore une relation sujet-sujet. La violence, c'est une relation sujet-objet. L'autre est devenu un objet, donc je le détruis. Il est l'entrave entre ce que je vis et la satisfaction à laquelle je veux accéder. Je me suis fait comprendre? Frédéric? Là, j'en prends conscience stable, en fait, dans agressivité, la racine, c'est agni, le feu. Oui, c'est ça. Et c'est le feu qui me fait aller vers. C'est ça. C'est-à-dire, ici, je suis en manque, je suis dans la cendre, je veux retrouver le feu de la joie, de l'euphorie, et fondamentalement de la relation à l'autre. Parce que sinon, alors, ce que je peux faire aussi, c'est m'automutiler. Hein, si j'ai une fourchette, voilà, ça va le faire, ou mettre la tête contre les murs. Et en effet, là, il y a une non prise en compte parce que le juge intérieur est beaucoup plus puissant. Vous voyez? Et ce triangle dramatique, il est très intéressant à avoir, à garder en mémoire, parce que le persécuteur, c'est le juge. Hein. C'est le parent nourricier et le parent normatif excessif. C'est-à-dire que c'est l'excès de loi. Je remonte. Et juste sur l'agressivité, est-ce que tu dirais que agressivité, c'est l'expression d'un déficit de feu Oui. que la personne agressive va chercher à l'extérieur? C'est ça. C'est ça? C'est ça, ouais. Absolument. Okay. C'est-à-dire que pour l'instant, à ce moment-là, je suis en dépendance. Si je suis en autonomie, by myself, je me débrouille avec moi-même. Dans ma communication intrapersonnelle, je m'autorégule, il faut raison garder, je me raisonne, hein, je raisonne moi. Bon, ça c'est une affaire interne. Et dès lors que l'autre va être en compte, et que l'autre, elle a le pouvoir, là ou là, de satisfaire mon besoin, je vais aller là où... D'accord, hein? Bien. Parce que, ici, à cet endroit-là, je suis entré, consciemment ou inconsciemment, dans « il me manque, je n'ai pas », et je ne suis pas encore passé, je suis en train de passer à « j'ai besoin ». Et la plupart du temps, qu'est-ce qui t'arrive? Ah là là, je suis pas content, il manque ceci, il manque cela. Je suis dans le manque, ok? Je vais commencer à monter vers le changement en passant de « il me manque » à « j'ai besoin ». C'est la CNV, hein, c'est comme ça qu'on va la construire. D'abord, l'effet, FAITS, c'est ce qui se passe, c'est la situation. Ensuite, l'effet, c'est-à-dire, je l'écris plus tout à fait pareil, hein, LE2FET, c'est-à-dire l'impact. Ce qui se passe et l'impact sur moi. Et ici, si je n'identifie pas, non pas ce qui me manque, mais ce dont j'ai besoin, je ne vais pas pouvoir accéder à une demande. OK ? Et c'est pour ça que dans l'agressivité, il y a une forme de maladresse, c'est-à-dire que ça arrive en vrac, et l'autre, s'il n'est pas préparé, et en l'occurrence, le salarié est mécontent, on va faire le manager. Si le manager n'est pas préparé à recevoir et donc à accueillir, c'est-à-dire à considérer, à prendre en compte et à entrer dans le monde de la personne et de décoder, décrypter, déchiffrer, comprendre ce qui motive cette agressivité, il va y avoir, à un moment donné, violence. Passage à l'acte, parce que la personne ne se sent ni accueillie, ni recueillie dans son besoin, mais au contraire déconsidérée. Et là, on a renforcé
la puissance destructrice du triangle dramatique, c'est-à-dire la méconnaissance. Et s'il n'y a pas un sauveteur dans le coin, un délégué syndical, un ami, un collègue, etc., qui va apaiser, qui va alléger ça, ben je ne vous raconte pas. Le bureau est à feu à sang et on part dans les prud'hommes, dans les machins, dans les trucs. Tout ça n'est que un déficit de considération. Ça a l'air simple quand on y pense, quand on prend le recul, mais en situation, eh bien, en effet, c'est problématique parce que le feu, à ce moment-là, mais alors, qui manquait ici, qui se déploie complètement à l'inverse, le cyclone, la tempête tropicale, parce que il y a eu un excès. Tout ce qui manquait ici va partir en excès de l'autre côté. Et on est dans la violence. Donc, je garde cette idée pour l'instant jusqu'à ce que j'ai trouvé mieux que la violence est l'échec de l'agressivité. Ou, pour que ce soit plus clair, la violence est l'échec de la prise en compte, de la prise en considération de l'agressivité. L'agressivité est un message. La colère est un message. La colère est un signal. La tristesse est un signal. La joie, ok. Alors, prenons tristesse, peur, colère. Chacune de ces émotions a un langage extrêmement précis. Quand j'ai peur, c'est quoi? Ça me signale quoi? Danger. Quand je suis triste, ça me dit quoi? C'est quoi le message de la tristesse? Il me manque quelque chose ou quelqu'un. Et c'est quoi la colère? Eh bien, je ne suis pas reconnu, c'est injuste, ma blessure d'injustice est activée et je ne me sens pas respecté, considéré. Voilà, c'est simple. Donc nos émotions, ce sont soit nos ennemis, soit nos alliés. Moi, je pense que c'est pertinent d'en faire un allié en comprenant que tous ces rôles sont factices, que ce sont des stratégies apprises dans l'enfance pour pouvoir survivre psychologiquement. Donc ici, les 3 P, pour se souvenir, protection, permission, puissance, pas de permission sans protection, pas de protection sans permission. Mon fils, tu veux aller avec tes amis faire la teuf, la fête, parce que vous avez réussi ce diplôme, c'est génial, c'est super. Ah oui, d'accord, en boîte de nuit, ok. Là-bas, oui, cet endroit-là, on est un petit peu en hiver, on est quand même un petit peu en décembre, et puis il y a beaucoup de silhouettes noires sur ce trajet, la route est verglacée, et toutes ces silhouettes noires, en fait, ce sont des jeunes qui sont sortis de la boîte à 4-5 heures du matin, Pompelo, ecstasy, mélange, alcool, etc., etc. Je trouverais ça tout à fait contre nature que tu partes avec toi, mon fils. Donc, je vais te demander 2 choses. 1, tu me présentes le capitaine de soirée. Et 2, vers 1h30, 2h du matin, c'est-à-dire le moment un petit peu où tout bascule, de me passer un coup de fil. Et à ce moment-là, maintenant que j'ai cette protection, cet accord de protection, c'est-à-dire que je me sens en sécurité, parce que sinon, je m'inquiète, donc je suis en insécurité. À ce moment-là, quand j'ai cette protection, eh bien, la permission est possible. Et à ce moment-là, on va se trouver en équilibre. Top là, camarades, c'est parti. Et on y va. Et là, je vais pouvoir, en principe, si je ne me raconte pas d'histoire, dormir sur mes 2 oreilles, parce que la confiance est établie et qu'il y a un accord entre l'équilibre, entre la protection et la permission. Oui? Pas de protection sans permission, pas de permission sans protection. Et là, j'ai ce point d'équilibre. Et là, mon triangle dramatique s'est transformé en triangle d'or, parce que, ici, là où j'étais dans le triangle dramatique en victime, donc en impuissance, là, je retrouve ma puissance, ma souveraineté, le point d'équilibre. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai écouté, accueilli, compris. J'ai peut-être éventuellement posé des questions pour affiner le besoin, la demande, parce que les mots sortent comme ils peuvent, dans la frustration. Il y a une forme de maladresse, donc je remets du mal à droit à la droiture, à l'équilibre. Éventuellement, je vais pratiquer ce qu'on appelle l'écoute active. Vous avez une idée de ce que c'est que l'écoute active? Oui, tout le monde sait? Non? Alors, il y a 3 stades, il y a 3 pas. Décidément, on va être dans la règle 2-3 toute la journée. Donc, il y a 3 pas dans l'écoute active. 1, l'écoute dite silencieuse, ce que vous faites. Et voilà, vous me donnez des signes. Je suis au téléphone, nous parlons.
Et comme je ne vous vois pas, puisque nous sommes en distanciel, je n'ai que votre voix. Donc je vous parle et je vous dis, et puis à un moment donné, je vous dis, mais t'es là Et elle me dit, oui, oui. Non, parce que je croyais que tu avais coupé. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, faites, Voilà. Silencieuse, entre guillemets, c'est-à-dire, je signale que je suis encore là en relation. Oui. Et c'est la même chose, même en présence, puisque là, Xavier vient de me faire comme ça, mais avec sa tête, en non-verbal. Donc ça, oui, je t'entends, oui, je suis là, je capte, j'ai rien à dire pour l'instant, je suis simplement en mode récepteur. Ça, c'est le premier pas de l'écoute active. Montrer qu'on est là, sans pour autant intervenir, si ce n'est pour dire que je te reçois 5 sur 5. Deuxième mouvement, la relance. Par exemple, dites-moi quelque chose. Pardon ? Allez-y, continuez. Vous voulez que je continue ? D'accord. Alors, puisque vous m'y invitez, je vais poursuivre. Donc là, j'ai cliqué sur ce qu'elle me propose. Xavier, dis-moi quelque chose. Tu voudrais en savoir plus ? Mais plus que quoi ? D'accord, voilà. Donc en fait, la relance, c'est que je vais cliquer sur un mot important ou sur le sens pour que la personne dynamique ou précise. Je vais utiliser ce qu'on appelle la boussole du langage, c'est-à-dire que je vais poser des questions pour orienter. C'est la relance. Parce que si je reste en écoute passive ou trop silencieuse, la personne va partir dans son truc, et puis à un moment donné, je vais décrocher. Mais comme au téléphone, c'est-à-dire que je ne sais plus qu'est-ce que tu disais déjà. Et là, j'ai l'humilité et le respect de dire, attends, est-ce que tu peux revenir là un petit peu? Parce que là, à un moment donné, soit j'ai peu compris, soit j'ai une absence, mais il y a quelque chose qui m'a échappé. Oui, alors ce que je te disais, c'est que... Et la personne revient. D'accord? Donc la relance, c'est pour remettre dans l'axe et pour, en quelque sorte, driver la communication. C'est pour ça que je suis passé de écoute passive à écoute active. Et en fait, pour boucler le tout, je vais reformuler. En fait, ce que tu me dis, c'est que tu veux en savoir plus, parce que comme ça, eh bien, le contrat sera honoré et on pourra finalement s'entendre et éventuellement conclure un accord. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et donc, comment je sais que la reformulation a fonctionné? C'est simplement parce qu'il me donne un oui, c'est ça. Et le oui, c'est ça, c'est ce que je vais appeler un oui physiologique par rapport à un oui social. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Et je regarde mes lacets, et là, j'achète pas et je m'arrête. Soit je fais comme si, mais à un moment ou à un autre. Soit, oui, c'est ça, ok, je continue. C'est le fameux oui qui poursuit et qui permet d'avancer, d'aller plus avant, ensemble. Parce que l'idée, c'est que c'est une relation. Qu'il y a 3 personnages, encore une fois, on ne va pas y échapper, ces 3. Il y a toi, il y a moi, et puis il y a surtout la relation. Et en fait, la caractéristique de la communication, c'est que, elle fonctionne sur la règle de 3. Parce que 1 plus 1 égale 3 en communication. Voilà, ça c'est la règle. 1 plus 1 égale 3. On est d'accord? Oui. Il y a toi, il y a moi, puis il y a surtout la relation. Et en fait, je n'ai pas un problème avec toi, j'ai un problème avec la relation que j'entretiens avec toi. Donc, je n'ai pas un problème avec mon percepteur, je n'ai pas un problème avec mon fils ou avec un ami. J'ai un problème avec la relation que je nourris ou pas et de quelle nourriture échangeons-nous pour que la relation soit nourrie. C'est intéressant, ça, fondamentalement, quand on y réfléchit. Pardon? Le percepteur, c'est peut-être une exception. En fait, c'est surtout une perception. Parce que quand je dis le percepteur, vous voyez bien qu'on est dans un champ sémantique de représentation. Parce qu'en fait, je dis ça, mais je ne le connais absolument pas, ce percepteur. C'est juste un concept. Mais simplement, percepteur, c'est toute une chaîne causale qui a à voir avec l'impôt, l'imposition, etc. Et le trop de loi. Et donc, pas assez de liens. Et là, on est dans des équilibres. Et dans la persécution, le racket, le machin, vous voyez, tout de suite, la chaîne qui se passe, c'est ça le triangle dramatique.
Et en fait, il est là à tout moment. Et notre vigilance, nous sommes des funambules, hein, comme dit Grand Corps Malade, nous marchons sur un fil. Et l'idée, quand je marche sur un fil, c'est que je tombe à gauche ou à droite, dans tous les cas, je me fais mal. Donc, c'est pas où je tombe, c'est le fait de rester sur le fil et de garder cet équilibre et d'être un équilibriste pour le coup. Donc, notre focus, notre objet, c'est la relation. De quelle qualité est-elle ? Est-elle réactionnelle ou relationnelle ? Communication relationnelle, communication bienveillante, c'est accepter le désaccord, je ne te juge pas, écouter, parler lorsque j'ai besoin de valider la progression, le cercle vertueux en sortant du cercle vicieux de la méconnaissance et de l'incompréhension pour remonter vers oui, c'est ça. À chaque fois que j'ai un oui, c'est ça, c'est un shoot d'énergie. Parce que j'ai le sentiment que tout ce que j'ai fait auparavant est honoré et gratifié. Vous voyez, il y a une espèce d'aspiration comme ça. Ah, et inversement, ah bon, d'accord, bon, allez, on réescalade la montagne. Alors je reprends avec ces sentiments de lassitude et vous voyez, je vais faire un petit pas dans la communication violente. Oui, donc tu comprends rien à ce que je te dis, connard. Non, tu comprends rien à ce que je te dis. Et là, je vais partir dans le tu qui tue. Et la communication dite non violente, que je préfère bienveillante, puisque l'inconscient n'entendant pas la négation, je mets de la violence et je la réactive. Donc, ok, c'est de la CNV, ok, elle est non violente, mais je vais aller dans communication relationnelle, communication bienveillante. Parce que ce que je veux et non pas ce que je ne veux pas ou que je ne veux plus. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment mon accord avec l'inconscient. Pour arriver à, dans le oui, c'est ça, à nous avons un objet commun, nous avons une finalité qui est l'accord. Nous voulons établir un contrat. Nous voulons mettre en place une convention. Pourquoi ? Pour le bien commun. Parce qu'en fait, communiquer, c'est mettre en commun. D'ailleurs, c'est écrit dans le mot, hein, comme un, comme unique, communique. Vous voyez ? Alors, l'idée de temps en temps de rentrer dans l'étymologie et le sens, c'est de sortir des dérives qui font que ça nous propulse là où nous ne voulons pas être pour nous recentrer sur le projet, ce qu'on appelle l'intention. C'est-à-dire la relation juste, équilibrée. Et pour cela, je vous propose, si vous le trouvez, un livre de Pierre Pélissier qui s'appelle « 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers ». 7 graines de lumière dans le cœur des guerriers, et qui est un récit initiatique qui met en scène un certain homme qui va aller, le roi rouge, le roi bleu, pour équilibrer une rivière qui a été détournée et qui met en difficulté ces deux royaumes. Et tout ce trajet initiatique consiste à comprendre, épreuve après épreuve, difficulté après difficulté, comment systématiquement je peux, si je veux vraiment, transformer la difficulté en opportunité. Transformer la difficulté en opportunité. Oui ? Pardon, c'est 7 CEPTE ou 7 le chiffre ? Ah, pardon, je l'ai pas vu. Et donc, vous les voyez, ces 7 graines de lumière, ce sont des pas, les uns après les autres, pour... Là, c'est pour ça que je vous parlais de communication intrapersonnelle. C'est d'abord, la personne arrive sur un mode agressif, ça peut me mettre en réactivité, tout de suite, je calme à l'intérieur. Donc, premier espace de souveraineté, mon souffle, ma respiration, mon état. Dans quel état j'ère ? Moi, en voyant l'autre arriver. Ensuite, je calme l'émotion de l'autre. Comment je fais ça ? En fait, ce que tu me dis, c'est que tu es en colère et que ça ne va pas du tout et que, franchement, il y en a marre. Oui, c'est ça. Ça vous parle ? C'est-à-dire, l'enfant pleure, il a fait tomber son bonbon sur le gravier. Ouais, et c'est pas grave.
Si, c'est très grave, très important pour moi dans ma conscience d'enfant. Et j'ai besoin de dire, ah, ça va pas. D'abord, peut-être, ah, mon lumbago. Il est tombé. Oui, 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 oui. Ah bah oui, ben ça alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va essayer d'en trouver un autre. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai beaucoup entendu, c'est pas grave. Et j'en ai des traces, ça va, je m'en sors. Mais je sens à ce moment-là que je ne suis pas considéré. Et si vous avez un moment ou un autre à accompagner vos enfants, ou vos enfants vous accompagnez au supermarché vers 7 heures du soir pour faire des courses, et que les marketeurs ont la pertinence stratégique de mettre des bonbons à la hauteur des enfants. Vous voyez, il y a la caisse, etc. Puis là, il y a les bons becs, les bounty, les machins et trucs, juste à la hauteur des enfants. Marketing. Et qui dit, ah là là. Et non, arrête. Et je suis en train de me démener avec l'excès et que je ne le dis pas. Écoute, ce que je comprends, c'est que tu veux un bonbon, sauf qu'il est 7 heures du soir, c'est du sucre, on va manger. On prend ça quand on fait les courses, ou si je le prends, de toute façon, c'est pour demain à l'école pour ton goûter, mais certainement pas maintenant quand on pense. Qu'est-ce que tu en penses? Vous voyez ce que je fais? Et je prends en considération et je l'accueille. Maintenant, je peux balayer d'un revers de la main, je dis arrête, etc. Et à ce moment-là, il se pleure et les gens tout autour, bourreaux d'enfants, comment ils traitent son môme, la honte, enfin bref. Et à ce moment-là, vous voyez l'escalade? Bon, exemple ordinaire, hein? Alors, on n'est pas en entreprise, mais quand même, on est quand même dans l'entreprise parentale, à savoir, on ne n'est pas parent, on le devient, n'est-ce pas? Donc, tout s'apprend en communication bienveillante et je calme mon émotion, je calme l'émotion de l'autre, je lui demande de quoi il a besoin précisément, qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état, est-ce bien raisonnable, et si je comprends. Vous voyez, à chaque fois, il y a un modus operandi pour apaiser, parce que mon idée, c'est de rester dans la justesse relationnelle. Parce que si je n'y prends pas garde, je vais me retrouver dans le triangle, très vite. Dominant-dominé, je suis déjà passé du côté du persécuteur. Oui, c'est-à-dire d'un parent normatif excessif. Si je me mets en position basse, en trop de liens, à ce moment-là, il me mange la soupe sur la tête. C'est quoi ce parent? Ah bah oui, hein, en feng shui, là, vos enfants, ils sont dans la chambre de l'empereur. Hein. C'est pas étonnant qu'ils vous mènent la vie dure. Hein. Il va faire venir Super Nanny. Ah oui, oui, ça va pas du tout, ça. Bon. Vous voyez, donc, cette idée-là de recherche d'équilibre permanent va faire qu'ensuite, je vais arriver ici avec moi et toi, parce qu'en fait, quoi qu'il advienne, la finalité de la communication bienveillante, c'est il se passe quelque chose, je ressens ça, j'ai besoin d'eux, c'est pourquoi je te demande afin que nous, et passer du je au nous en shiftant le tu qui tue. C'est-à-dire, comme disait Jacques Salomé, la communication mitraillette. Tu es en tête et t'as tort. Ta. Voilà. Donc, pour passer de ceci à cela, eh bien, le je, nous, hein, est très pratique. Voilà, concilier moi et l'autre pour régler nos problèmes articulaires. Donc, ça, c'est encore une autre forme de dire, soit je subis la relation, ou je lui fais subir, triangle dramatique, soit nous allons à la rencontre l'un de l'autre. Alors, je pourrais prendre l'exemple avec Xavier. Donc, écoute, tu dois partir, etc. Ben, si tu veux, je te m'occupe de ton billet parce que tu as tellement de trucs à faire. Je suis en mode sauveteur. OK? Sauf que comme je fais ça un petit peu avec tout le monde, ben, maintenant, la brouette est pleine. Et Xavier est à la gare. Il me dit, Philippe, alors le billet que tu avais pris pour moi, il est où? Ah merde, hein. Alors j'arrive, alors là j'ai 3 stratégies possibles, hein. Soit j'arrive sur un mode, oui mais de toute façon, tu n'avais qu'à le faire toi-même, etc., avec mon cerveau reptilien, ou bien je peux me mettre en position basse, oui mais tu comprends, c'est pas ma faute, tu aurais dû me dire, mais tu vas voir, enfin c'est toi, voilà. Donc soit fight, soit flight, hein. Soit je provoque pour la meilleure défense et l'attaque, soit je me mets en mode de submission,
en espérant qu'il va être dans son sauveteur et puis que ça va passer quand même. Soit je ruse et je ne sais quel prétexte. Hein. Donc, cerveau reptilien, tout ça. Hein. Fight, flight ou ruse. OK ? Et puis, il y a ce qui est proposé ici en communication bienveillante, c'est-à-dire assumer. Il dit, écoute, Xavier, je suis désolé. Vraiment, tant de choses à faire en si peu de temps. Jamais j'aurais dû te proposer ça, alors qu'en fait, je pense que tu pouvais le faire toi-même. Mais j'ai voulu te faire plaisir, en fait, me faire plaisir dans mon sauveteur. Genre, je suis utile, hein, tu peux m'aimer, hein, t'as vu, je suis sympa comme mec. Hein. Franchement, t'as vu comment je te rends service. Voilà, vous voyez, tous ces rôles-là, un petit peu factices, un petit peu... Et simplement reconnaître l'erreur et puis voir ce que je peux faire pour réparer mon erreur. Vous voyez ? Donc, si on le faisait, je peux me déplacer ou pas ? Je peux me déplacer ou pas ? Non ? Alors, viens, Xavier. Viens, s'il te plaît. Juste comme ça, pour illustrer, c'est ce que je vais appeler l'aïkido relationnel. Parce que sinon, ça reste théorique. Et l'escalier était là, mais... Donc, en fait, vas-y, refais le tour. Il faut, Sylvain, que tu fasses le tour. Non. Alors, OK. Donc, je suis là avec ma zapette. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est les piles. Je suis là, ma gauche, c'est terrible. Alors, donc, je mets ça comme ça. Donc, en fait, Xavier, il est là, et sur le quai de la gare, et voilà. Le train arrive. Et le train est parti. Le train est parti parce que je suis arrivé, même en plus, tu vois, je suis allé jusqu'au bout de mon erreur et de ma maladresse et de mon sauvetage. C'est que je suis arrivé après que le train soit parti. Et c'est là que tu es en colère. Donc là... je l'imaginais comme ça aussi. Voilà. Donc en fait, quand il est en colère, il n'est pas comme ça, il est plutôt comme ça. OK ? Et moi, j'arrive, donc soit, oui, mais tu comprends, etc. Donc je suis en mode subir. Hein, ou oui, mais toi, mais de toute façon, voyez, hein, soit fight, soit flight. Ça va ? Ça vous parle, cette attitude, métaphoriquement parlant ? On a tous fait ça à un moment ou à un autre. Hein. Sinon, on vient de débarquer de la planète Mars, mais je pense que vous êtes sur la planète depuis un bon moment. Donc, nous avons une enfance et nous avons enfants pour survivre physiquement, psychologiquement, on va dire psychologiquement, on n'est pas des enfants martyrs. Nous avons élaboré des stratégies inconscientes qui tournent autour de sauveteurs, victimes, persécuteurs. Okay ? Ce sont des réflexes archaïques. Et là, eh bien, comme j'ai décidé de ne plus être dans ce mode... Voilà, ça je prends. Voilà. Et avance-toi un petit peu, là, parce qu'il y a une question de filmage. Et donc, en fait, ce que je peux faire, soit ça, soit éventuellement lui faire un croche-patte, hein, c'est métaphoriquement, je ruse. Et ce que je peux faire aussi, c'est... Vas-y, mets ta main comme ça pour montrer que tu n'es pas OK. Voilà. Et repousse. Pas content, Gaëtan. D'accord ? Et moi, j'arrive, écoute, tu sais quoi ? Je comprends parfaitement que tu sois en colère, parce que moi, à ta place, je serais dans cet état-là. Sauf que ce que je te propose, si tu veux, c'est qu'on aille voir comment on peut arranger ça. Donc, je refais. Hein ? C'est pour ça que je vais parler d'aïkido relationnel. Voilà. Donc, en effet... Tu n'es pas content, j'accuse réception du truc, j'assume mon erreur. Je pense que c'est pertinent de toute façon que je fasse autrement, mais là tout de suite, pousse ton énergie. Voilà. Et en fait, ce qu'on va faire, avec son énergie de colère, je vais capter son énergie pour ensemble passer du je au nous pour aller résoudre l'affaire. Parce que je sais que par le fait que j'assume ma responsabilité, ni je l'ai attaqué et agressé, ni j'ai fui, mais j'ai reconnu mon erreur. Donc lui, que je l'ai pris en considération, à ce moment-là, il peut accepter mon mode réparateur. Et ce n'est pas du sauvetage, c'est de la responsabilité. Je me fais comprendre ? Finalement, j'ai pris le train suivant. Tu as pris le train suivant Et tu as payé le billet. ou même, je t'ai carrément emmené en bagnole. Il y a plein d'options. Mais dans tous les cas, dans le fait de me responsabiliser et de créer ni un persécuteur, ni une victime, mais simplement un mode adulte, à ce moment-là, de trouver une solution et de véritablement concilier le je et le nous. Je reconnais mon erreur et, puisque tu es concerné, nous allons réparer ça ensemble.
ça va consolider notre amitié parce qu'elle va être fondée sur la reconnaissance. Ou ça va la déstabiliser puisqu'il va y avoir une méconnaissance et à ce moment-là, de l'insatisfaction. Donc là, c'est juste ça qu'on vient d'illustrer ensemble avec Xavier, dans cette forme. OK, donc soit je suis dans le nœud relationnel, qui la plupart du temps est le fameux fight, combattre, soit je suis dans la boucle relationnelle qui est 1, l'accueil, 2, alliance, 3, accompagnement. Donc c'est ce que j'ai appelé, vous avez compris que j'aime bien les sigles, les acronymes, SVP, ou les 3P, ou les 3A. Accueil, alliance, accompagnement. J'accueille, je crée un accord, et ensemble, en fonction du contexte, je vais jusqu'à un certain point qui est fondé sur notre accord. C'est ce qui se passe en coaching, c'est ce qui se passe dans un salariat intelligent, à savoir que je contractualise avec une personne qui arrive dans l'organisation, je vérifie qu'elle a une vision de l'organisation, je valide son niveau de compétence, et ensuite, la cerise sur le cajot, c'est que je suis dans la validation de son envie d'appartenir à la structure, donc de son adhésion à l'organisation. Okay ? C'est d'ailleurs 3 critères de sélection, c'est 3 critères de recrutement, vision, compétence, adhésion à l'organisation. Je vais appeler ça VCE, vision, les valeurs, le projet, l'intention, ce pourquoi notre raison d'être, l'ikigai, les compétences, la capacité à je peux, yes I can, possibilité de mettre en œuvre, et envie d'appartenance, c'est nourrir le besoin d'appartenance qui, dans la pyramide de Maslow, est relativement haut par rapport aux besoins physiologiques. L'envie d'appartenance, c'est ce qui va être la substance, l'essence du faire équipe, de l'ensemble, donc de la coopération. C'est OK pour vous, cette représentation de ce sur quoi se base la bienveillance. Donc, je reprends là encore sur une autre forme. De la même manière qu'ici, j'ai mes 3P, protection, permission, puissance. De la même manière, on va retrouver la loi et le lien. Et c'est ce que je dis dans les organisations, pour reprendre le mot de Sylvain, où j'ai cette fonction de psychosociologue, pour construire des supervisions, des analyses de pratique, de la cohésion d'équipe, du team building, ou encore de la régulation, c'est de rappeler qu'il y a 2 niveaux de confidentialité différentes qui vont créer une communication bienveillante, 2 niveaux de confidentialité différentes. Les gens disent, oui, en fait, la confidentialité, tout ce qui se dit ici reste ici. Je dis non, c'est plus subtil que ça. Tout ce qui se dit ici reste ici pour ce qui concerne l'être, pour ce qui concerne la personne, ce qu'elle ressent, ce qu'elle éprouve, ce qu'elle expérimente, son vécu, qu'elle partage et qu'elle confie aux personnes qui l'écoutent et qui l'entendent. Donc tout cela, oui, ça reste ici parce que lorsque c'est externalisé, ça va nécessairement être trahi puisque ce que la personne a manifesté, a livré d'elle-même, a donné d'elle-même, a été pris dans un contexte avec ce qui précède et ce qui suit. Donc dire « Ah, elle était comme ci, elle était comme ça », je dénature, parce que je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas à quel sujet et à quel propos. C'est ce que disent les gens quand ils disent « Oui, à l'interview, on a déformé mon propos, c'était sorti de son contexte ». La détermination, l'importance du contexte. Donc pour ce qui concerne l'être, c'est-à-dire ce que j'appelle le lien, ça, c'est dans cet espace circonscrit. En revanche, tout ce qui concerne les stratégies, les modes opératoires, les façons de faire, c'est ce que j'ai appelé la loi, c'est-à-dire l'avoir au faire. J'ai des compétences, je fais mon travail. Avec le travail que je fais, j'ai un salaire. Avec le salaire que j'ai, je fais mes courses. L'avoir-faire, le faire avoir. Le plan de l'agir, le plan de l'action. Ça peut être externalisé, ça doit être externalisé, puisque ça permet d'améliorer les compétences. Oui. Donc, comment ça s'est passé, cette réunion ? Eh bien, il s'est passé plein de choses. Oui, alors, machin, comment il était ? Ça, tu vois avec lui.
Mais vous avez fait quoi? Alors, on a fait ça, ça, ça et ça. Et d'ailleurs, par rapport à l'expérience qu'on a vécue la semaine dernière, ou il y a 3 semaines, eh bien, on a une autre manière de répondre et nous avons co-créé avec le consultant telle et telle réponse. Donc, attention aux formules liquidatrices, confidentialité, tout ce qui se passe ici reste ici, oui pour l'être, oui pour le lien, non pour la loi. Ça va? Vous voyez le différentiel? Pourquoi je dis tout ça? Parce que c'est une manière de structurer une vision, une représentation de la bienveillance. Parce que la bienveillance, c'est une valeur forte, mais c'est une intention. Je veille au bien. La manifestation de la bienveillance, c'est la bientraitance. Je pense que tu as une attitude bienveillante, mais j'aimerais bien que tu me traites autrement. Donc, de la déclaration d'intention à la manifestation, je vais bien différencier la bienveillance de la bientraitance. Donc, la communication bienveillante, c'est un projet. La bientraitance, c'est une manifestation, c'est une réalisation, c'est une mise en forme du projet pour générer la relation juste. Nous nous retrouvons dans le Bagua de Feng Shui. Et donc, je vais accueillir vos questions éventuelles, à moins que tout ait été répondu. Mais vous pouvez, à partir de la charte que je vous ai proposée et que Xavier vous a gentiment distribuée, merci Xavier, éventuellement répondre à vos questions s'il y en avait. Alors, vous voyez qu'il y a un peu d'humour quand même. Hein. L'anti-charte, c'est pas obligé. Hein. C'est pas une obligation. C'est juste pour mettre un petit peu de légèreté et d'humour, pas se prendre trop au sérieux, mais tout en se prenant en considération. Écoutez, je suis le plus satisfait des Philippe Bamy. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que... Enfin, il y a 2 options. Soit vous avez tout compris et j'étais intelligible, soit vous êtes saturé. Bon, ben, je ferai avec ça. Hein. On va garder la première option. Hello. Oui, merci Philippe. Je trouve que ça permet le fait de rebrasser tout ça. Du coup, moi, je suis dirigeant dans une entreprise bienveillante et bien traitante. Jamais à 100%, mais en tout cas, on parvient quand même à de l'incarnation, de la manifestation. Et du coup, voilà, rebrasser tout ça, c'est intéressant parce que ça remet les choses aussi toujours à leur place, parce que, comme tu le disais, les faits, le mouvement du monde, le mouvement de la vie, et Dieu sait s'il est compliqué aujourd'hui. L'environnement, l'écosystème... nous bouscule. Ouais. Nous bouscule, et en fait, en permanence, ces représentations sont challengées, sollicitées, et c'est vraiment intéressant de repositionner, en fait, c'est un rappel. cette dynamique, quoi. C'est un rappel pour ceux qui le pratiquent. Le présupposé, c'est que les gens mettent ça en action de plus en plus sur un mode conscient, hein, sur un mode de choix. C'est un choix politique, c'est un choix stratégique. Et les stratégies, ben, c'est pas juste des mots comme ça. La stratégie, c'est le moyen, les moyens, les ressources que je mobilise pour accéder à mon énergie. Voilà, et dans la justesse de l'utilisation de mon énergie. Philippe, une petite question. Quand par exemple, on est dans une entreprise et on constate que la communication n'est visiblement pas bienveillante, qu'est-ce que tu préconises? Tu préconises quoi? Une expertise? Tu vas dans l'entreprise? Tu discutes avec le dirigeant, les salariés? Tu proposes des choses? Qu'est-ce que tu peux proposer concrètement à une entreprise où ça communique visiblement pas bien? Alors, proposer une entreprise où ça communique pas du tout, ça suppose qu'il y ait une demande et qu'il y ait une alerte. C'est-à-dire que l'entrepreneur, le manager, la personne qui est en responsabilité sollicite a une demande de changement. Et si c'est juste une demande de l'entrepreneur? Alors, si c'est une demande de l'entrepreneur, moi, ce que je peux prendre un stylo, s'il vous plaît, monsieur?
Voilà, je vais utiliser ça pour répondre à cette question brièvement. On a un petit peu de temps ou bien? Oui. Oui. Alors, ce que je vais lui demander, c'est où est-ce que ça en est, un état des lieux, même verbalisé, de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle fonctionne de plein de manières, mais pour moi, elle fonctionne sur un cadran. Mais un cadran avec un Q. Hein? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a quatre niveaux de savoir comment fonctionne une entreprise. Si et lorsque il y a, on va dire, un équilibre, encore une fois, entre, je vais appeler ça, c'est l'axe du désir, hein, frustration, satisfaction. C'est une des premières choses qu'on a vues. Les gens sont frustrés ou les gens sont satisfaits. Là, évidemment, la réponse est dans la question, puisque dans ta question, Sylvain, il y a un problème ici, d'accord? C'est-à-dire que sur l'axe des sentiments, ça va pas bien. Et le manager, soit il est seulement lucidéen pour dire je ne sais pas comment faire, je suis démuni, soit je fais de mon mieux, mais, et c'est le mec qui fait la différence, ça ne marche pas, soit c'est de mal en pis, et là, c'est vraiment problématique. Si c'est là, ici, je vais passer de ce qu'on appelle le sens au non-sens. C'est-à-dire que les gens ne savent plus pourquoi ils sont là et ils sont vraiment en difficulté. Et il y a déjà un certain nombre de signaux, de l'absentéisme, des retards, voire des burn-out. Et là, on est proche de l'implosion ou de l'explosion. Pour vérifier s'il y a quelque chose à sauver, c'est de vérifier avec le manager, est-ce que ça a encore du sens pour lui d'être dans l'entreprise? Oui, parce qu'on a tel et tel projet, tel et tel besoin. Donc, ce que je vais vous proposer, monsieur, c'est de revenir à l'origine et de revenir pourquoi vous avez voulu créer cette entreprise et qu'est-ce que vous avez proposé aux collaborateurs quand ils sont venus. Et pour ça, eh bien, ici, il y a la question des actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre pour pouvoir avancer dans ce sens-là. Lorsque les actions que vous mettez en œuvre donnent de la satisfaction, ça a du sens. Oui? Si, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de plus en plus, malgré les actions menées, d'insatisfaction, c'est qu'il y a une perte de sens. C'est-à-dire que les gens sont entrés dans la routine et, par l'habitude, alors, le double aspect de la routine et de l'habitude, c'est qu'il y a un aspect confort, et le confort, c'est la sécurité. Mais si c'est un confort et une sécurité où je m'endors sur mes lauriers et je ne sais plus trop pourquoi je fais ce que je fais, là, on entre dans ce qu'on appelle la perte de sens. Donc là, Sylvain, je vérifie avec le manager, où il en est lui, et qu'est-ce qu'il observe autour de lui qui lui ferait penser que petit à petit, les gens ne savent plus pourquoi ils sont là. Et la plupart du temps, quand j'ai eu à intervenir, on en était encore là, avec la prescience qu'on y arrivait là. OK? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est prendre tous les éléments en compte de ce qui fait que les gens ne savent plus trop pourquoi, ont perdu leur ikigai. Ikigai, c'est ma raison d'être. Je reprends Aristote, c'est un pote. Là où mes talents rencontrent les besoins du monde, là est ma vocation. Et quand j'ai cette idée-là, je suis là-dedans. Et ça a été perdu, la fameuse perte de sens. Donc là, monsieur, ce que je vais faire, c'est que je vais vous aider à revenir ici et on va faire comme Perceval, c'est-à-dire on va se remettre en quête du Graal, c'est-à-dire du sens. Et tout le travail va consister à se remettre ensemble en quête de sens pour retrouver le feu Agni, le feu sacré
Qu'est-ce qui a fait qu'au départ, nous avons enclenché, déclenché, mis en route, mis en œuvre? Quel était notre phare dans la nuit, ce pourquoi nous étions là? Donc, ma réponse, si c'est cette question-là, c'est quoi faire? C'est prendre tous les éléments en compte pour redynamiser ici, parce que quand on va être là, c'est déjà trop tard. Là, il est encore temps de remonter ici. Pour quoi faire? Pour passer de la passivité. Alors, je vous l'écris en langage des oiseaux. Hein. OK? Passivité à activité, proactivité. Et remettre en œuvre des actions qui honorent la satisfaction, c'est-à-dire qui donnent du sens. Abscisse ordonnée, action au service de la satisfaction. Et évidemment, ça va passer par la communication bienveillante, incontournablement. C'est-à-dire, non seulement ce que nous faisons, mais comment, avec qui et pourquoi nous le faisons. Ok. Et alors ça, c'est pour l'explication de ce que tu vas faire. Et en bon chef d'entreprise que je suis, la question est aussi concrète. C'est ça prend combien de temps? Ça coûte combien pour une expertise en entreprise, pour ce que tu viens de dire? Alors pour ça, ça va être de la cohésion. Ça va être une première journée de travail sur... T'en poses des questions, toi, hein, sur les valeurs. Donc on va ensemble, avec l'équipe et les managers, définir le socle des valeurs communes, ou encore partagées, mais je préfère commune parce qu'il y a cette idée de communauté, de mettre en commun, donc de partage, identification des valeurs, valeurs d'hier, valeurs d'aujourd'hui, valeurs de demain. Une fois que ces valeurs sont identifiées, on va identifier les partenaires, autrement dit les parties prenantes, les clients, l'État, la région. En fait, le partenariat, pour moi, c'est la forme extérieure, externalisée de l'équipe. Là, les partenaires internes, les partenaires externes. D'accord ? Et donc, une fois que les partenaires sont identifiés, de valider à partir du socle des valeurs communes en quoi les valeurs sont honorées et partagées avec les partenaires et identifier les besoins des partenaires et, plus encore, leurs demandes. C'est-à-dire qu'il y a la demande manifeste et puis il y a la demande latente. Les gens disent des choses, mais en réalité, ils veulent autre chose. Donc, une identification fine des besoins pour, une fois que ces besoins sont identifiés, pouvoir mettre en œuvre ce qu'on va appeler des actions correctives. Et ces actions correctives répondent, parce qu'elles ont du sens, elles répondent aux valeurs qui honorent les besoins du partenariat interne et externe, l'équipe et les parties prenantes. Et ça, ce travail de cohésion et ou de team building, il va prendre une journée de valeurs communes, identification des besoins, une deuxième demi-journée pour l'engagement de tous les acteurs présents à mettre en place des actions correctives, de s'engager, et un mois après, on revient et on voit qu'est-ce qui a été mis en œuvre, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et pourquoi. Et on va reconnecter au sens. Et en général, ça fonctionne. Et ça coûte combien? Et ça coûte 3000 balles. Ah, tu dis pas ça en rigolant. C'est officiel. C'est 3000 €. Non, ça peut être 2005, ça peut être 5000. Tout Ok, dépend. grosso modo, ouais. Grosso modo, ça dépend à la fois de l'effectif, ça dépend de la trésorerie, ça dépend d'un certain nombre de facteurs. Ça s'appelle négocier sur un mode adulte-adulte. Mais comme les honoraires, mes honoraires, c'est une manière de m'honorer, c'est important que je sois au clair avec la valeur de ce que je fais. Je suis tout à fait d'accord et je ne suis plus frustré quant à mes questions. Je te remercie.